J'ai l'impression qu'ici, le va-et-vient des entrées est un peu arrêté, donc voilà, je pense commencer le cadre académique tout en passé. Et donc en tant que représentant de la faculté d'architecture de l'UET, Gérard, est-ce que tu es prêt? Tous les moyens techniques sont mis en œuvre. Donc en tant que représentant de la faculté d'architecture de l'UET, j'ai vraiment le très très grand plaisir de vous accueillir ce soir pour assister à quelque chose d'assez extraordinaire. Et je crois que la manière en plus dont tout ça a été préparé est vraiment extraordinaire. À savoir la dernière leçon de Michel. Et on se faisait la réflexion là en aparté que c'est une très très belle assemblée. Vraiment, c'est pas pour vous flatter, c'est pas pour mettre de la vaseline, mais c'est extra de vous voir ici, entre autres, avec des effets de génération très très variés, d'anciens étudiants, des étudiants actuels, des amis, donc des univers extraordinairement différents, tous ces univers qui concourent, si je peux dire, autour de la personne de Michel et qui rend bien compte de son caractère, de sa personne, de son humanité, de sa gentillesse. Alors, je ne vais pas faire trop de pompe, mais c'est quand même important, et c'est d'autant plus important, figurez-vous, qu'on est dans un lieu qui est symboliquement très très chargé, et là je ne vais pas parler en tant que représentant de la faculté, mais en mon nom propre, de nos rapports et de notre connaissance mutuelle, Michel et moi, puisque non seulement on est dans la faculté d'architecture, donc c'est là que nous nous sommes rencontrés, c'est là depuis l'intégration à l'UNB et la fusion d'Horta et de Lacan qu'on a appris à se connaître et qu'on s'est vraiment rencontrés. Je trouve que c'était vraiment une rencontre extra. Merci de confirmer. En plus, dans un lieu, cet auditoire, qui est tout nouvellement inauguré, puisque on les traîne à peine dans cette rentrée académique-ci, un auditoire et un projet de réaménagement du rez-de-chaussée que nous avons fait ensemble. Et il pourrait, je ne sais pas d'ailleurs si ça fera partie de ton cours, il aurait. Mais cet effet de structure que vous voyez là, donc d'une structure existante et de quelques aménagements en plus et en moins que nous avons apporté à la structure existante, c'est vraiment une collaboration d'architectes et d'ingénieurs extraordinaire, nourrissante et qui permet de trouver des solutions rationnées, bon marché et qui vraiment parle de ce que la structure peut faire de bien à l'architecture. Je ne vais pas être très long, donc je vais juste, je crois, m'arrêter là. Simplement vous dire que vous allez maintenant avoir droit à cette leçon de Michel, qu'ensuite nous aurons l'occasion d'écouter Denis Pauls, qui est un des principaux ordonnateurs de cette soirée et à qui on doit entre autres, je crois, le choix vraiment très subtil de l'affiche de la conférence. Et j'ai déjà entendu quelques commentaires qui me confirment dans l'idée que c'est vraiment un choix particulièrement adéquat pour Michel et pour ce cours un peu hors du commun. Et il me revient aussi de vous annoncer en tant que faculté que nous sommes ici un peu dans une série. Cette année, figurez-vous, il y a 4 enseignants qui prennent leur retraite. Bernard Betz, pour lequel il y a déjà eu un petit événement, Michel Provost, le second, Jean-Louis Genard, pour lequel il y aura un séminaire et qui, lui, tiendra une conférence à laquelle je dois vous inviter, qui est le 10 novembre à 16h, une réflexion qui s'intitule « L'observation participante d'un sociologue dans une école d'architecture ». Et nous aurons encore l'occasion après de souligner le départ de Luc Herwatz. Je finirai simplement, puisque je n'étais pas là lors de la proclamation lors de laquelle on a déjà souligné un peu officiellement notre départ, et donc, j'ai le plaisir de te donner la photo de la faculté au moment de son intégration à l'USB. Et donc voilà un petit cadeau pour quand je suis là. Non, merci. Voilà, je vous remercie.
J'ai mis merci d'être là si nombreux parce qu'on m'avait dit que tout le monde que ce serait plein. Bon, vous êtes très nombreux et puis c'est très bien comme ça. Et merci aussi à Denis, Thomas et Gérard pour l'organisation de cette soirée. Mais je vais vous dire un mot parce que je ne pensais pas parler de ça, mais tant qu'à faire, mais je vais essayer de faire ça en 1 heure. Parce que de parenthèse en parenthèse, on ne sait pas toujours où on s'arrête, mais bon, je vais faire le mieux possible. Mais je vais vous dire un mot de la structure de l'auditoire, parce que je crois que c'est vraiment intéressant, parce qu'ici, en quelque sorte, on n'a rien construit en termes d'ingénieur, on n'a que des données. Je vais vous expliquer. Disons qu'on avait le problème qu'on avait ici, avant, entre les 2 poutres que vous voyez, les 2 petites poutres longitudinales, il y avait une grosse gaine en béton. Et de part et d'autre, il y avait des verrières qui étaient très légères. Et le problème auquel on est confronté, c'était que ces verrières légères seraient remplacées par une toiture lourde. Et si on remplaçait simplement ces 2 verrières par 2 toitures lourdes, on avait sur les poutres une sollicitation beaucoup plus importante qu'avant. Et comme c'est très difficile pour une poutre métallique où on voit tout, on sait dire si elle va résister ou pas, dès qu'on a une poutre en béton dont on ne connaît pas les armatures, on ne sait pas. Et il y a eu, ce chantier a eu des avatars administratifs. Et des tests avaient déjà été faits pour essayer de définir les armatures qu'il y avait dans le béton. Et puis en discutant avec Pablo, on s'est dit, il y a beaucoup plus simple. Il suffit que la charge après ne soit pas supérieure à la charge avant. Donc démolition. Et on a démoli ce qui était inutile de manière à ce que la charge actuelle soit inférieure, ou en tout cas égale à la charge initiale. Donc ici, c'était amusant parce qu'on a fait... Ah bon, il y a quelques petits machins qu'on a fait au sous-sol, mais du point de vue dans l'auditoire ici, à part démolir, on n'a rien fait comme intervention d'ingénieur, si je fais réfléchir, et réfléchir au niveau vraiment des hypothèses préliminaires. Voilà. Alors, bon, je vais prendre les outils. Donc d'abord, je vous remercie vraiment fort d'être là, et je préfère le dire maintenant, comme ça après, si l'émotion me l'empêche de le dire, ce sera déjà fait. Non, mais c'est vrai, comme disait Pablo, il y a de toutes les générations de futurs étudiants, mon petit-fils, là devant, des pensionnés, je ne sais pas, pour moi, entre autres, et des amis, de la famille, des enfants, etc., etc. Donc c'est toi un exercice qui n'est pas tout facile parce que donner un cours traditionnel, c'est comme assez simple, on a un cadre, on dit je vais leur parler de ça, cette séance-là. Donc c'est assez simple. Dans un cours comme celui-ci, c'est plus compliqué parce que j'ai toi envie de faire passer un peu de message théorique, on va dire, par rapport aux structures, et puis de parler un petit peu de vous ou de la relation que j'ai avec vous plutôt les enseignants de la faculté d'architecture. Alors oui, alors ce que je me disais aussi, c'est que quand on a tous, pour les enseignants en tout cas, il y a le stress du premier cours. Moi je me souviens quand on n'a jamais donné cours et puis qu'on va donner cours, on se fait toute une idée de ce que ça va être. Ça c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et il y a pas beaucoup de raisons d'être stressé finalement, mais comme de manière générale, il y a pas beaucoup de raisons d'être stressé, même si on est stressé. Mais parce que je me dis, si ce premier cours n'est pas tout à fait bien, c'est pas grave, on aura un deuxième, un troisième, un quatrième. Le dernier cours, si on le rate, alors là c'est foutu quoi. Et donc je vais faire le maximum. Et alors, ce que je voulais aussi, je me suis rappelé aussi mon premier cours. Le premier cours que j'ai donné, c'était à la faculté d'architecture. Non, pas à la faculté, à l'école d'architecture de la ville de Bruxelles. J'ai commencé à enseigner à l'école d'architecture quand j'étais assistant à l'ULB. Et donc c'était en 1977. Alors ce que j'aime bien, c'est toujours un peu relativisé. Donc les enfants, je ne suis pas tout à fait prêt pour faire des petits calculs, mais je crois que on peut faire un petit calcul. Donc ça, c'était il y a 39 ans. Hein, donc voilà. Mais j'avais une réflexion, c'est pas grave, ça va se remettre en place. Donc c'était en 77 et je remplaçais un prof qui était Jean Levens, que Gérard connaît très bien, qui était atteint par la limite d'âge. Et bon, je le remplaçais.
Et ça s'est décidé en juin. Et puis, bon, les vacances se passent, et puis à ce moment-là, on rentrait encore le 1er octobre. Début octobre, je n'entends rien, et puis je ne me préoccupe pas tellement, j'étais occupé, etc. Puis un jour, je me dis, j'ai envie, et c'était l'école d'architecture était rue du Midi, à l'école des Beaux-Arts. Donc j'avais envie, je me dis, je vais toujours, parce qu'à cette époque-là, pas de GSM, hein, pas de mail, bon, le téléphone qui passait au travers d'une secrétaire, etc. C'est top. Je me dis, c'est pas grave, j'ai pas envie pour autre chose, je vais voir. J'arrive à l'école d'architecture, et je me retrouve dans le bureau du directeur, un certain Mondendal, peut-être certains se souviennent, et avec Monsieur Coles, qui était le directeur du bureau. Et il m'accueille très gentiment en disant, oh, mais c'est chouette que vous soyez là, ça tombe bien, c'est aujourd'hui que vous avez. Mais le cours c'était à 9h, par exemple, je ne sais plus, il était 11h en fait. Ils disent, bon, en fait, on va faire ça, on va démarrer gentiment la semaine prochaine. Tout ça pour vous dire que dans les écoles d'architecture, les choses n'ont peut-être pas fondamentalement changé. On aura l'occasion d'en parler. Mais, et alors, il me dit, c'est des fois dans les étapes, donc je leur dis, quand je suis là, parlons un peu du contenu de mon cours, qu'est-ce que je vais devoir donner? Ah, ils me disent, vous êtes en 5e, là c'est tout de même déjà du costaud, quoi. Et c'était l'époque, pour ceux qui ont vécu cette époque, où on parlait beaucoup de structures tridimensionnelles, c'était le début de l'architecture textile, etc. Et donc il me disait, mais vous avez parlé de structures de grande portée, de structures tridimensionnelles, là c'est du costaud, ok, bon, je prépare un chantiment, je reviens à la semaine suivante, et alors je démarre le cours, et on sent très vite. Tous les enseignants savent ça quand on est tout seul. Alors j'ai baissé le niveau, gentiment. À la fin du cours, je dis pas que j'étais en première et pas loin. Et puis après ça, on est remonté gentiment. C'était très chouette. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui à ce dernier cours, dont j'ai essayé de marier du vrai enseignement, mais comme j'aime le faire, donc avec une dimension affective, etc., avec une partie plus ludique, on verra bien comment vous l'apprécierez. Donc les 3 premiers points, c'est assez sérieux, et les 3 derniers points, c'est peut-être encore plus sérieux, mais c'est plus la manière dont c'est présenté, on verra bien. Alors, chacun apprécie. Alors, regardons les 3 premiers d'abord. Donc, je me suis d'abord fait, donc ce que le vent, ne nous bénissons pas inutilement, que j'enseigne les structures aux futurs architectes, et on peut se poser des questions, et d'ailleurs on se la pose souvent avec Denis et les autres, et avec Jean-Marie et Thibault qui sont venus de Liège pour écouter, ce qui est pas fort sympathique. Donc, est-ce que c'est une mission possible ou impossible, utile ou inutile? Donc ça, on va un petit peu en parler. Alors je me suis dit, mais s'il fallait vraiment intégrer qu'une seule notion, et c'est pour ça que je suis arrivé à la question de l'équilibre. Je crois que la notion d'équilibre est, on en verra, vraiment centrale. Et si on a saisi ce problème de l'équilibre, tout le reste découle du fonctionnement des structures. Et alors, j'avais un troisième point dont je voulais vous parler, c'était on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça peut vous paraître évident, mais on pourrait peut-être traduire par on ignore ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas si ça vous dit plus, mais non, je vous explique. Non. Et puis après, et situ, etc., ça vous verrez bien in situ. Alors, donc, là je vais être un peu sérieux. Hein. Si on pense à la finalité du cours, on pense au processus d'élaboration de la structure. Alors, et là je parle peut-être plus pour l'ingénieur, mais les deux architectes ingénieurs sont quand même très mêlés. Il y a 5 étapes du processus d'élaboration de la structure, d'élaboration intellectuelle de la structure, jusqu'à être prêt pour sa réalisation. Donc la première étape, c'est dans laquelle, bien entendu, il peut y avoir des mots qu'on peut revenir et changer d'avis. Il y a d'abord le choix du parti structural. Ce bâtiment-ci, le bâtiment que j'ai en tête, j'imagine, dans ce plan métallique. Et puis, la conception générale, bon, ce sera ce type de structure métallique avec des grandes poutres, parce que j'ai des grandes salles, etc. Donc. Et puis, quand on a tracé les grandes lignes de la structure,
on fait du calcul, les ingénieurs font du calcul d'ensemble, et puis ils descendent dans les éléments. L'ensemble, par exemple, ici, les poutres, on calcule les poutres, et quand c'est une partie métallique, on calcule les assemblages entre eux. Donc on va du global vers le détail. Et quand on regarde ce que font, ce qui se passe dans l'enseignement de la structure aux ingénieurs, c'est bien entendu le contraire, et c'est très logique. Ils partent du détail pour aller vers l'ensemble. Il n'y a pas de... il y a des ingénieurs, il n'y a pas d'enseignement de qualité. Oui, on peut le et donc, si on regarde les cours qui sont donnés en Polytech, il y a outils de calcul, donc ça c'est des cours qu'on a dit, on apprend à calculer. Les ingénieurs sont prêts à apprendre à calculer n'importe quoi. Ils sont plus disciplinés de ce côté-là, je ne dis pas que ça a du sens, mais ça fonctionne. Oui, il y a des cours qui sont du niveau du type comportement et résistance des matériaux, des cours calcul théorique des structures, ce que je fais c'est approximatif. Et puis, on l'aborde, j'ai un petit peu tordu pour que ça fonctionne bien, on leur fait d'abord calculer des choses qui existent. Par exemple, on leur dit, une poutre, elle est comme ça, calculer si elle va résister. Et donc, on fait d'abord le calcul du détail, et puis on monte progressivement pour aller vers la structure cellulaire. Et c'est assez facile d'enseigner aux ingénieurs. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont parfois compliquées, etc. Mais je veux dire, on a le temps et on a un processus linéaire, étape après étape. Les architectes, eux, sont concernés par ces deux points-là exclusivement. Ils sont concernés par le choix du parti structural et par la conception générale de la structure. Ce n'est pas du tout à eux de faire le calcul d'ensemble, ni rien de tout ça. Donc, on a moins de temps et on demande d'aller plus loin. D'ailleurs, d'autant plus que quand on regarde les cours de Polytech, ça ils font très bien, et dès qu'ils arrivent là-dedans, ça commence à être un peu apprécié. Donc on demande aux architectes de faire la synthèse alors qu'on ne leur a pas fait procéder à l'analyse. Et donc c'est extrêmement compliqué. Et donc c'est pour ça, il est beaucoup plus, c'est ce que j'avais dit déjà. Alors comment fait-on pour les étudiants architectes? Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a toujours frappé. Et maintenant, c'est plus comme ça. Par exemple, nous avons décidé tous ensemble, il y avait le cours de structure, qui pourrait être des cours de fonctionnement des structures, mais avant, il y avait des cours de mécanique, de résistance des matériaux, de stabilité, des choses qui n'ont pas le sens qu'un architecte, à l'école d'architecture, il fait un cours de mécanique. Je sais bien que la décomposition des forces, c'est de la mécanique. Mais ce n'est pas ça qui intéresse l'architecte en tant que tel. Donc on est toujours dans le fonctionnement de la structure ou dans la structure. Alors, donc on peut se poser la question de l'utilité de l'enseignement de la structure aux futurs architectes et d'ailleurs notre doyen m'avait posé la question, peut-être pas sous cette forme-là, mais est-ce que tu ne crois pas qu'ils ont déjà peur de structure? Je ne crois pas, parce que c'est le cas de je crois qu'il a compris de plus. Alors, pourquoi? Mais pour deux choses. Avant, on disait c'est indispensable pour qu'il puisse, pour que l'architecte puisse parler à l'ingénieur. Mais ce n'est pas suffisant. Il est indispensable que l'architecte garde la maîtrise de son architecture. Or, si la structure est mauvaise, surdimensionnée, pas réfléchie, la maîtrise peut échapper. Et donc, et en plus de ça, tous les ingénieurs ne sont pas bons. Tous les architectes ne sont pas bons. Il y a des mauvais ingénieurs bons, des moyens, etc. Donc, il est indispensable que l'architecte ait suffisamment de bagages pour dire mais non, là je suis pas d'accord, j'ai vu ça ailleurs, je sais comment ça fonctionne, essaye au moins de faire ça, etc. Donc, je suis convaincu, et ce serait comme un peu moche si je n'étais pas convaincu, je peux te dire à 65 ans, puis il ne faut pas enseigner à ce tour d'architecte. C'est ça un peu dur. Donc, il faut bien entendu, je crois que c'est absolument indispensable pour les architectes et pour la qualité de l'architecture, mais il faut bien entendu s'y prendre autrement. Et c'est ce que nous faisons depuis plusieurs années, en tout cas, que ce soit à Liège, que ce soit chez nous. Je ne suis pas du tout occupé à critiquer ce que nous faisons depuis, même dès avant la fusion, et surtout toujours ensemble depuis la fusion. Donc, les professeurs d'architecture sont souvent, qui ont été formés à l'ancienne école, cultivent d'une certaine manière un mythe que les structures, ça vole au-dessus de la tête des étudiants.
Et ça, c'est leur histoire, et ce n'est pas l'histoire des étudiants d'aujourd'hui. Et nos profs, allez, ce cas que je vais laisser, c'est pas très élégant, mais vraiment pour avoir des réflexions pédagogiques, pour être accessibles, et les étudiants ont la source, on verra plus tard, on essaiera de décortiquer ça, et les montages d'écriture cultivent ce but. Et là, je crois qu'il y a comme un vrai problème, je ne veux pas être trop sérieux, mais vraiment. Et d'ailleurs, le problème de l'enseignement de la structure, il n'est pas du tout dans la réalité, il est exclusivement dans la tête des étudiants. Alors, regarde, on va faire un petit exercice. Donc, je vais vous lire l'énoncé. Considérant un tableau vrai, solide isophatique, externe, S, représente à la figure 1. Question. Déterminer les réactions de liaison dans le cas où l'action P est égale à 750 kg, donc 750 Newton. Alors pour cela, je donne déjà une piste. Pour cela, définissez les composants de la réaction de liaison considérant les types de liaison et vous exprimez les équilibres de rotation et de translation. Donc vous avez ici la réaction de liaison verticale et horizontale, et puis on va exprimer les équilibres de rotation, par exemple autour du point A, les forces sur les bras de levier, les équilibres de translation, et j'ai failli vous perdre. Si c'est pas. Donc, ça c'est pas bon, ça on peut pas faire. Mais d'abord c'est pas lié parce qu'on s'en trouve tout seul. Et ce que vous avez mis aussi, ce sont des grands noms de solitude. Alors je vais vous traduire ça en langage d'architecte. Considérant un homme pesant 75 kg debout au milieu d'un tabouret, déterminez la charge sur chacun des pieds du tabouret. 75 kg divisé par 3, 25 kg. D'accord? Alors, je veux dire par là que ça, je crois que les étudiants, pour moi c'est indispensable que les étudiants doivent maîtriser ça. Ça c'est indispensable. Et c'est l'objet du cours de latin. Mais il faut que, et Denis, je crois, le fait très bien, il faut qu'il y ait cette mise en confiance. Parce que s'il n'y a pas cette mise en confiance, les écoutes qui se ferment, on plonge en eau profonde et c'est terminé. Et quand même, il faut se retrouve tout ça. Alors, donc ce que je dis aux étudiants, et je le pense vraiment, d'abord vous vivez dans un gigantesque monde laboratoire de structure. Que ce soit ici, que ce soit dans la nature. D'ailleurs, je dis souvent aux étudiants, imaginez-vous, je vais un peu regarder là, que vous baladez en forêt et que vous voyez un arbre qui est d'un diamètre relativement faible près de sa racine et dont la section du tronc augmente. Vous direz, ça c'est pas vrai. Donc vous savez que le diamètre de l'arbre est plus grand à la racine que plus haut. Donc, vous en savez largement plus que vous ne croyez. Et je suis à peu près certain que, on peut discuter des pourcentages, que, on les verra tout de suite, que les étudiants connaissent au moins 75%, si pas 80%, si pas 85% de tout ce qu'on va leur enseigner. En tout cas, en structure. Et le tout, c'est de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, de mettre des mots, d'apprendre à conceptualiser, pour aller un petit peu. Donc, c'est pour ça que je dis que l'abstraction est indispensable, parce que si on se limite à bâtiment, c'est comme un petit peu plus compliqué qu'à Fabouret. Si on se limite à être exclusivement dans des problèmes aussi simples, bah, ça ne sert à rien. Donc, on doit travailler sur l'abstraction pour pouvoir aller chaque fois un petit peu plus loin. Et ce que je disais, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est un peu une réflexion vers les enseignants. Si on passe, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, à l'abstraction trop tôt, les étudiants ont la pétoche, ils plongent, c'est fini, on l'a perdu comme ça. Et, comme je l'ajoutais, ça conforte le mythe. Et les étudiants aiment bien aussi le mythe, hein, parce que de toute façon, la structure n'est pas accessible, donc on va mettre ça au frigo, etc. J'en connais. Alors, c'est une petite guide que j'ai faite, que je donne aux étudiants tous les ans, depuis que je donne cours, vu qu'on a fusionné. Et donc, dans
lesquels, c'est la même chose que je viens de dire, il y a une approche intuitive et une approche calcul. Ça, c'est plutôt, et ça, c'est l'évolution de la complexité. Donc, des structures. Quand les structures sont hyper simples, l'approche intuitive suffit largement. Quand les structures se compliquent, on doit faire appel à une approche de calcul. Mais les architectes, eux, se baladent dans ce domaine-là. Et leur intuition, d'ailleurs, ils sont plus intéressés à la structure que la majorité des gens, sinon ils ne seraient pas dans une structure. Donc leur intuition demande à être un petit peu nourrie, stabilisée, de manière à progressivement travailler en spirale, se développer et de manière à pouvoir couvrir de manière intuitive et ancrée le domaine dans lequel ils vont travailler. Alors ça, j'ai repris, ça je remercie Denis pour il nous a sorti, parce que l'énergie, et ça je dis pour les étudiants présents peuvent aller rapporter la bonne parole à tous les autres étudiants, en tout cas vos profs de structure se cassent le cul du point de vue pédagogique. Ils font le maximum et le nombre de discussions qu'on a eues pour penser plus à la méthode au contenu, parce que le contenu, on maîtrise, et comment est-ce qu'on peut faire passer le message de ce contenu. Et un jour, Denis nous a dit, il y a 4, ça me donne des trucs très classiques, il y a 4 stades de la compréhension, de l'apprentissage, qu'on peut appliquer sur environ voiture. Au début, quand j'ai 14 ans, comme mon petit-fils, on est inconsciemment incompétent, on s'en fout de la méthode. On a 18 ans, j'aimerais tout de même bien savoir conduire, mais je sais que je ne sais pas conduire. On est consciemment incompétent. On apprend à conduire, on est dans cette voiture, punaise, je dois débrayer, l'utilisateur, etc. On est consciemment compétent, et quand vous tous, vous savez conduire votre bagnole, vous êtes inconsciemment compétent. Quand vous rentrez dans votre bagnole, vous ne pensez pas que vous êtes dans une voiture, hop, c'est parti. Et donc, si on applique ça au domaine de, et ça pourrait s'appliquer à un autre domaine, je ne suis pas pédagogue sur le tas, à l'enseignement des structures aux futurs architectes. Ça, je m'adresse aux étudiants, vous êtes compétent pour 75% des choses qui vont vous être plus que compétent. Vous êtes inconsciemment compétent, donc vous savez 75% des choses qui vont vous être enseignées. Mais elles doivent être un peu conceptualisées pour pouvoir aller. Et le cycle qu'on fait, en quelque sorte, c'est ceci. On part d'inconsciemment compétent, on conceptualise. La conceptualisation est indispensable pour entrer, pour pouvoir aller plus loin. On devient consciemment compétent, puis c'est parce qu'il y a plus de con. On regarde les attentivement. On devient consciemment compétent, inconsciemment compétent, et on remonte et on va plus loin, évidemment, on ne va pas. Alors, donc, on a fini la première partie. Ça, c'est un peu la méthode, mais bon, je vous en comprends pas grand-chose non plus, parce que de ce que je vous dis, c'est comme pour la structure, vous le savez déjà, donc c'est des mots sur ces choses qui étaient déjà claires dans votre système. Alors, vraiment, ça c'est vraiment un truc qui m'a pas frappé tout de suite. Tout n'est qu'une question d'équilibre. Alors, ça peut paraître évident, mais ça va plus loin. Même la résistance n'est qu'une question d'équilibre. Et on va redonner tout ce qui est sur ce dessin que vous savez déjà. Vous savez très bien qu'il y a un équilibre basique, action et réaction. Je prends une balle dans la main, elle agit sur ma main avec une force F, on conceptualise un petit peu. Ma main réagit avec une force F aussi. Je mets un bloc de pierre ou n'importe quoi sur la table. L'action est au centre de gravité, la réaction est au centre de gravité. J'amène le truc près du bord de la Terre. Si le centre de gravité dépasse le bord, j'ai un problème. Parce que ma réaction, c'est plus être en dessous. Bloc, mon machin, tombe. Ça, c'est dû au coup, quand on vous dit l'eau. Regression, ça, vous le savez aussi. Donc, si j'ai 2 petits-enfants qui sont sur une balancelle, même point, même distance, c'est un équilibre. Si vous pouvez prendre n'importe qui, c'est ce que je dis aux étudiants. Parfois, on leur pose une question et ils sont tellement stressés qu'ils viennent pour. On arrête un type dans la rue, on lui pose la même question et ça je vous dirai après dans la oui, je veux dire tout de suite. Mais
ce qui m'a vraiment beaucoup appris, c'est l'enseignement des structures en restauration du patrimoine en Vincent-Compagnon. Parce que là, on a des étudiants archéologues, des étudiants historiens et des étudiants architectes. Et les étudiants, c'est vraiment chaque année la même chose. Les étudiants, quand je pose une question, les étudiants architectes se disent on ne voit que des cheveux, on disait c'est machin, des symboles. Ils évitent le regard parce qu'ils se disent je devrais pouvoir répondre à cette question, je ne sais pas répondre. Et l'historien ou l'historien là, ou l'archéologue, il jette un truc et hop, c'est parti. Et donc, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose de l'inhibition qu'il faut parler. Et alors je dis, pareil, tout le monde sait ça. Si le père est 3 fois plus grand, 3 fois plus lourd que le fils, il doit être 3 fois plus près pour que la balançoire se mette à l'horizontale. Tout le monde sait ça. Alors si on conceptualise un petit peu, on introduit la notion de couple. Le couple, c'est une force par un bras de levier. Donc c'est ce bras de levier par cette force. Et pour que les deux personnages soient en équilibre, il faut que le couple de l'un soit égal au couple de l'autre. Donc, ici, le couple, c'est une distance fois 3 forces pour dire quelque chose, et là, c'est 3 distances fois une force. Et donc, les deux couples sont égaux, c'est ça. Et donc, ceci, c'est une petite conceptualisation. Bon, ça vous connaissez bien aussi le levier, mais dès que ça, vous le connaissez parce que vous l'avez déjà vu souvent. Et donc ça vous fait pas peur, vous allez vivre avec ça. Et tout le monde dit le papa, même un papa, juriste, ou historien, ou cuisinier, ou n'importe quoi, qui va avec son gamin à la fin du jeu, il sait. Alors, mais si on fait ça, c'est bien, ça fout un peu, on est un peu moins à l'aise. On dit, bah, si j'ai un machin comme ceci, il y a un type qui s'assied là, et un autre qui tire là, quel est l'effort que je dois déployer pour assurer la stabilité? Si j'ai celui-là qui est là, c'est articulé là, il y en a un qui tient en dessous, eh bien vous connaissez la réponse. C'est exactement la même chose. Donc, pourquoi? Ici, on avait des bras de levier et des forces, des bras de levier et des forces. Ici, on a des bras de levier et des forces. Et il suffit d'annuler le coup. Et c'est terminé. Alors, donc maintenant, vous avez maintenant tous les éléments pour comprendre le fonctionnement des structures. D'accord? Après, on peut faire des variations, on peut développer. Voilà, regardez, on travaille sur une poutre. Donc, une poutre, c'est un système qui va diviser un effort en deux. Vous êtes un système de montage, c'est un élément qui vue. Donc, je mets une certaine force ici, et elle se retrouve là. Cette force-là, je pourrais la diviser en deux. Je dis, ben voilà, j'ai un morceau, j'ai 50% de la force là, qui se retrouve là, 50% qui se retrouve là. Dès que je dis ça, je me dis, mais tiens, ce morceau-là, il va servir à transférer la force de là à là. Ce morceau-là, il va servir à transférer la force de là à là. Donc, je vais couper ma poutre en deux. Mais alors, sinon, là, il y a une chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la poutre? Il y a autre chose, il y a quelque chose qui se passe dans la liaison. Et vous avez même tous l'impression de savoir comment réparer la poutre. Vous savez très bien que la poutre est comprimée au-dessus et créée en dessous. Et qu'il suffit de restituer la traction en dessous pour que la poutre tienne. Donc, si maintenant je conceptualise ça, eh bien, j'ai ici ma petite poutre dans lesquelles j'ai des efforts de compression, des efforts de traction, et je la coupe en deux, et c'est exactement la même chose. J'ai cette force-là et cette force-là qui donnent un couple, et ces deux forces intérieures qui donnent un autre couple. Et il faut que les deux couples soient égaux, et c'est tout. Et donc, ce que vous avez, c'est que si je veux connaître les efforts au sein d'un élément de structure, je dois le couper en petits morceaux par la pensée et exprimer l'équilibre au sein des petits morceaux. Et les équilibres, ce sont que des déplacements, pour ça, des translations et des rotations. Et avec ça, vous savez tout. Alors, c'est peut-être un peu rapide, mais si c'est vraiment, je peux dire que ça, c'est tout à fait dans la fluidité et l'accessibilité. Et si on regarde ça un peu plus grand, là je vais le faire un peu plus vite pour ne pas prendre trop de votre temps. Si on prend un bâtiment comme ça, eh bien chacun des éléments ici, chacune des petites barres est en équilibre. Donc elle est forcément en équilibre, parce que sinon ça ne marche pas. Et ça veut dire qu'elle est soumise à des forces qui sont en équilibre. Et si je prends cette petite gerberaie qui est très chère à notre ami Jean-Marie,
d'abord faire sa relation avec c'est pas que ça s'appelait Jeanne Morel, c'est Jean-Marie qui m'a appris ça. Je trouve ça, il y a un petit côté, je vais le laisser développer ici. Je prends cette petite pièce-là, elle est soumise à des forces, aux deux extrémités, elle est en équilibre. Et si je prends un petit morceau de cette poutre-là, ce petit morceau il est en équilibre sous l'effet de forces externes et de forces internes. Et c'est ces forces internes qui vont solliciter le matériau, et il faut que le matériau soit suffisamment résistant, résistant à cette force. Donc vous pourriez imaginer, je prends un morceau de la poutre, je le coupe par la pensée, comment est-ce qu'il fait pour tenir? Et il est liaisonné aux autres morceaux, et c'est les liaisons entre ce morceau et ses voisins qui créent les tensions d'un matériau, de quel matériau existe. Alors, donc, on va passer à on ne sait pas ce qu'on sait. Donc, ce que je veux dire par là, vous avez compris ce que je veux dire par là? Non, c'est pas clair. Alors, je vais vous raconter l'histoire. S'il y avait. Je vais vous raconter plutôt ça comme une histoire. Parce que ce que je vais vous dire n'est pas 100% rigoureux. Et si j'avais Bernard Espion, par exemple, qui est prof en politique dans la salle, je lui aurais dit que c'est plutôt de la politique. Ça fait gentiment, c'est un film que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais je crois qu'il est préférable de raconter une belle histoire, pas fausse, mais pour laquelle on a fait peut-être certaines simplifications, que l'étudiant va retenir, que raconter une histoire sinistre dont l'étudiant a tout oublié. Okay? Donc, je vais vous raconter cette histoire, elle n'est pas tout à fait juste, mais elle est moins que trop fausse. Alors, c'est l'histoire des ponts suspendus. Donc le pont suspendu, c'est le vol de c'est un exemple. Alors le pont suspendu, ça a commencé en 1820, simultanément au Royaume-Uni ou en Angleterre, en France, aux États-Unis. Et pourquoi? Parce que c'est la manière la plus économique de faire les ponts. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de concessions, par exemple, et ça en France, notamment sur la Durance et sur le Rhône. C'était pas du tout l'administration qui disait, ça sera encore aujourd'hui, là on va faire un pont, on fait des études, et combien d'éducation, et combien est-ce que je vais devoir payer pour avoir ça. Les travaux publics, on va dire, ou même les travaux publics, à penser comme ça, allaient vers des promoteurs entrepreneurs et disaient, si je vous laisse faire un pont là, et qu'il est à péage, et que ça peut coûter autant par passage, combien d'argent allez-vous me donner si vous pouvez l'exploiter pendant 30 ans, par exemple? Et d'ailleurs, c'est comme ça que le dialogue du boulot était aussi fait du montage financier. Et donc, là, c'est faire un pont suspendu, c'est très facile. Il suffit d'être deux et d'avoir une barre. Si on veut. Donc, vous avez la berge, vous construisez un pylône d'un côté, vous mettez un petit câble, vous traversez le fleuve, vous accrochez le câble de l'autre côté, et puis on utilise le premier câble pour faire un genre de téléphérique, et on débite du fil jusqu'à créer un pont. C'est vraiment comme ça que ça marche, une manière un peu plus sophistiquée. Et alors on n'a pas de problème de fil en rivière, on a un pont avec des arcs en pierre. Et donc, de 1820 donc ça a vraiment énormément de succès. Mais c'est pour, comme je l'ai peut-être dit ici, donc tout ce qui est en traction, on peut l'utiliser de manière optimale. Si vous prenez la canne de Charlot et que je tire dessus, je peux l'utiliser jusqu'au moment où elle pète. Si je pousse dessus, elle va péter avant, elle va se rafler flamber. Et donc, tout ce qui est en traction est optimal. Mais, donc, on utilise moins de matériaux. Et les structures en traction sont très légères. Et ils ont l'inconvénient de leur légèreté, c'est qu'elles sont très souples. Et elles se mettent en résonance. Donc elles sont souples, et puis elles peuvent rentrer en résonance comme une corde de guitare. Alors, il y a le pont ici de la basse chaîne à Angers, qui a été construit en 1839. C'est important, par contre, mais c'est donc 20 ans après le début. Et qu'il y avait beaucoup d'autres ponts qui étaient des ponts plus grands. Donc ce pont-là n'était pas un pont exceptionnel. Et un régiment est passé sur le pont s'est mis en résonance comme ça, et ils n'ont pas rompu le pas, c'est con.
et le pont s'est effondré dans la rivière, et je crois 250, c'est pas 260. Donc, il ne savait pas qu'une structure souple peut se mettre en résonance. C'est ça que je vous dis. Donc, le critère de dimensionnement d'un pont suspendu, c'est non seulement la résistance, mais aussi la mise en résonance qui peut s'amplifier jusqu'à l'explosion de l'ouvrage. Et alors, ça c'était une première étape de l'histoire. Bon, pendant un certain temps, ça dépend de la distance. En France, ça s'arrête. Aux États-Unis, en Angleterre, ça s'arrête pas, parce qu'ils sont un peu plus loin du lieu. Il y avait aussi des problèmes de corrosion, des choses comme ça, on va rentrer dans les détails. Ça ferait plaisir à Bernard, mais c'est pas utile, il n'est pas là. Bon, je fais ça en ce moment. Alors, on construit le projet et on continue, on affine. Et ça, vous tapez Tacoma sur Internet, vous allez voir. En 1940, il n'a pas tenu longtemps. Il a inauguré en juillet, il a explosé, il a explosé en novembre. Explosé par une bombe. Ce qu'on ne connaissait pas, c'était la mise en résonance torsionnelle. Donc on avait maîtrisé ça, on n'avait pas maîtrisé ça. Donc il ne savait pas ce qu'il ne savait pas, donc ça ne se calculait pas. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils affinaient, et paf, ils sont tombés sur un critère de dimensionnement dont ils ignoraient l'existence. Et alors l'histoire n'est pas finie. Ouais, voilà, c'est une histoire, mais l'histoire globale n'est pas finie. Mais allez voir, c'est vraiment chouette on veut. Il n'y a pas une mort. Le type, il y a un type, et c'est incroyable, en 40, il y avait un type qui avait un télescope et qui a filmé, et il y a un film sur Internet où on voit ce pont. Alors, l'histoire n'est pas finie. En 2000, on inaugure la passerelle et elle est fermée le jour de l'inauguration. Elle est évacuée le jour de l'inauguration. Pourquoi? Parce qu'elle était très tendue et elle s'est mise à vibrer comme ça, dans son plan. Et ce qui s'est passé, c'est que les mecs qui étaient dessus, dès que ça commence à bouger, ben, les gens vont pas avoir le mal de mer, ça tape. Et hop. Qu'est-ce que ça s'est cassé la gueule? J'en sais rien, mais en tout cas, ils sont. Et donc, premier mode de mise en résonance comme ça, deuxième mode comme ça, troisième mode comme ça. Et chaque fois, on ne savait pas ce qu'on savait. Ok? Alors, il y a un cas plus simple. Et là, c'est déjà, je m'adresse vraiment tout le monde. On est vraiment dans le contraire. Dans le calcul du béton, calcul des structures en béton, il y a une période, grosso modo, charnière, oui, franchement charnière, dans la date peut-être discutée. Donc, vers 1970, il y a avant septembre, après septembre, pour ce modo. Donc, avant, on calculait les poutres en béton de manière élastique, c'est pas très important, d'une certaine manière. Quand on a un objet de structure, on doit toujours vérifier deux critères, au moins deux critères, la stabilité et la raideur. Imaginez que vous êtes assis sur des chaises qui sont suffisamment résistantes pour que le site ne coule pas. Okay? Si on avait remplacé le plateau par un plateau en caoutchouc, floups, c'est pas clair. Et vous vous relevez, floups, le plateau il serait bien. Donc, on n'est pas dans un problème de résistance, on est dans un problème de raideur. Ou, je fais maintenant le même plateau, je l'ai fait en verre, vous vous asseyez dessus, il est très raide, clac, il casse. Donc, il faut, on doit calculer toutes les structures en résistance et en raideur. Mais avant, dans les années 70, avant 70, on fait du béton, on fait des poutres en béton depuis 1800 ans, un truc comme ça. On n'a jamais calculé les flèches, parce qu'on n'avait jamais de problème de flèches. Parce que la méthode de calcul était très englobante. Voilà, j'ai pris une poutre, la dimension, on s'en fout, c'est même pour dire quelque chose, et j'ai calculé par l'ancienne méthode la hauteur nécessaire de la poutre, 95 cm. Et la hauteur nécessaire pour respecter les critères de la flèche est à peu près 75 cm.
dans les années 70, les ingénieurs optimisateurs, etc., sont dit non, on calcule mal le béton. On en met beaucoup trop, le béton va aller plus loin, et on est arrivé au calcul aux états limites qui faisait passer la hauteur nécessaire de 95 à 65. Et on a calculé, oups, de là à là. Et hop, oups, problème. Il y a des tas de problèmes dans les années 70 avec des poutres qui résistent bien, mais qui ont des problèmes de déformation excessive. Si vous voulez nous en convaincre, on a sur le campus, par exemple, exceptionnel, le parking de l'Institut de sociologie. Vous regardez et vous allez voir, les poutres ont une flèche, je crois, d'une dizaine de centimètres. Et les dalles, il suffit, c'est peut-être un peu dangereux, mais vous descendez en bas un petit peu vite, vous arrivez en bas, vous avez rien de même. Hein, parce que vous passez comme ça, chaque fois sur les poutres. Et donc, c'est ce que je veux dire. On doit être très attentif. J'avais un truc, il y avait un mot qui me c'est pas grave. Donc, on doit être d'une part prudent et humble. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Voilà, alors je n'ai pas terminé la première partie. Et voilà, c'est bien. Alors, donc, ce que je me suis dit, bon, j'aime beaucoup, quand je fais un exposé comme ça, une leçon qui était très gentiment mise sur pied par mes anciens collègues et toujours amis, j'espère. Donc forcément, je la fais pour moi et pour vous. Et puis, je me dis, mais tiens, je pense à un tel. Et puis, à un moment donné, je vous expliquer pourquoi. À quel moment, clairement, cette révélation, je dis, mais si je jouais un petit jeu du genre, et si tu étais un fruit, tu serais une banane aussi. Et si tu étais une sculpture, tu serais... Je disais non, un peu court parce que les structures elles sont souvent méconnues. Et puis c'est très, très typé. Je vais un petit peu élargir mon horizon. Et je me suis dit, mais je vais faire un petit jeu vis-à-vis de mes collègues, pas tous, je suis désolé parce qu'il y en a certainement que c'est pas que j'ai oublié ou j'ai pas pensé ou. Enfin bref, je m'excuse d'avance vis-à-vis d'eux, quoique les autres, excusez-moi. Et je me suis dit, eh bien, j'ai trouvé ce petit jeu vachement amusant. Parce qu'il y a pas mal de collègues pour lesquels c'était une évidence. Et d'autres pour lesquels c'était plus difficile. Et puis, comme je suis ingénieur et prudent, je me dis, il y a certainement un truc multicritère. Jean-Louis, qui est sociologue, psychologue, tout ça, il m'a dit qu'on va donner largement plus. Parce qu'à un moment donné, on s'accroche à une caractéristique et c'est peut être extrêmement réducteur. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc pour être un peu plus sûr de mon coup. Et comme j'allais en avion pour 2 heures de vol, je me dis, je vais prendre la liste que j'avais et je vais mettre facultatif. Comme ça, qui vient? Je dis, mais sans effort. La force de l'inconscient, ça conscient. Et puis, j'ai validé, si on veut. Je me suis dit, tiens, j'ai l'objet auquel je pense, j'ai les 3 qualificatifs, est-ce que ça amuse? Eh bien, je trouve que ça a pas mal de sens. Je ne vais pas vous faire pas longtemps. Mais, je vais dire un autre truc. Dans la suite. Voilà. Alors, je me suis dit, il faut peut-être commencer par le domaine. Après l'ordre, pas tout à fait aléatoire, mais j'ai mis, alors vous verrez toujours, je ne peux l'entrer partout, parce qu'on n'a peut-être pas le temps, j'ai mis quelques qualificatifs, toujours en bas à gauche. Eh bien, je trouve que c'est vraiment, vous pouvez pas faire l'effort, ça dépend, vous allez peut-être avoir une image comme ça, quand j'ai pensé Pablo, ça a mis 15 secondes et j'ai vu un truc. Alors vous avez peut-être déjà créé des voilà. Et donc je trouvais que la tour cybernétique, alors ce qui était chouette, que la tour cybernétique à Liège, qui vient d'être restaurée, qui date de 61, qui est lumineuse, dynamique, interactive, c'était pas bon.
ce que je me suis dit aussi, c'est chouette, c'est pas le côté un peu pédagogique, bon, j'ai fait comme ça 34 élèves, et je me suis dit, mais c'est pas mal, ça va m'aider aussi, et je me suis dit, je m'efforce d'avoir des exemples qui ont du sens, en plus de ça, c'est pas la petite maison. Et donc, c'est aussi un petit panorama de genre, mais absolument attention. Alors, je me dis, tiens, les deux doyens. Alors, que pensez-vous? Moi, j'ai mis géométrique, minimaliste et purée. C'est très réducteur. Poum, 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 c'est venu comme ça. Et alors c'est marrant. Parce que je les ai revus après. Et je les ai revus après. Et maintenant, je vois le truc. Alors, voilà. Je me dis, tiens, ça. Et en plus, avec une photo en main, ça me semblait indispensable. Voilà, donc, une Fabian Phillips, très très chouette structure, en béton très contraint, métro 58, de Corbusier. Et il était d'ailleurs question de la reconstruire en Hollande, à Eindhoven, je ne sais pas où ça. Alors, les années de structure. Mais là, je les ai pris dans l'ordre. Je prends le vieux. Alors, théorique, conceptuelle, mécanique, ingénieur, c'est pas mis, ça n'a pas mis longtemps. Hein. Pensez à un bâtiment qui est mécanique, conceptuel, théorique. Alors, Denis. Structuré, cadré, précis, orthogonal, noir et blanc. C'est mieux comme ça. Si vous êtes fâché, vous fâchez pour la construction. Alors, si, bon, vous savez ou pas si ça correspond à Denis, vous avez une image de Denis, et vous avez peut-être déjà, je suis à peu près certain, que plusieurs d'entre vous ont un bâtiment. Le mien, c'était pas loin de Barcelone. Je ne sais pas s'il s'y reconnaît, en tout cas, je suis sûr qu'il a raison. Alors, Denis Désir. Alors, Denis, c'est en quelque sorte qui est le promoteur de cette idée. Parce que j'étais à un endroit. Je ne pensais pas encore, mais je pensais un peu comme ça à la leçon. Je vois une structure, je dis, punaise, c'est Denis. Et donc, c'est venu absolument le truc qui a volé le plus juste. Il est venu avant. Prêt? Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un est pas là. C'est bien. Mais quand j'ai lu ça, c'est Denis. Alors, Thomas. Voilà, j'ai mis le temps précis. Le tendu, il n'y a pas assez rien de péjoratif. Alors, quand vous imaginez un truc, hop, je trouvais que j'avais la tensibilité, et vous l'avez tant, ça c'est, elle est au Color Müller, et à Washington, Color Müller, c'est très proche. Ça vaut vraiment la peine. Alors, maintenant, ça devient ça un petit peu aléatoire. Il y a plusieurs collègues que je connaissais un peu mieux, parce que je suis allé au Congo, des choses comme ça, donc c'est un peu aléatoire. Anne-Sophie Gaoult, délicate, respectueuse, discrète. Bon, je trouvais que c'était vraiment, ça lui correspondait bien. Alors, j'ai mis un petit merci Camille et merci Mario, parce qu'on a fait ensemble la mémoire sur les pavillons de la Serpentine Galerie. Et il y a deux, trois qui vont revenir, je trouvais que c'était en y pensant. Mais moi, je crois vraiment, en tout cas, je parlais de cette force de l'inconstance, ça ne veut tout et rien dire. Il y a vraiment cette relation, elle se fait, mais sur des choses qui sont peut-être tout à fait partielles. Benoît, là, c'était un petit peu plus difficile, mais je trouvais que ça c'était pas trop mal. C'était tac, tac. Donc on est sur le site de l'ICRA d'Adawando. Karine Jeanne. Eh bien là, c'était aussi une révélation. De idéaliste naturel jusqu'au bout, et même plus loin, artiste. Et ça, je trouvais que ça lui correspondait assez bien. Il y avait de la force, de l'idéal, de la nature. Donc c'était un très très bel objet dans les Pyrénées. Bernard, voilà, j'ai mis l'histoire, la qualificative.
on peut discuter de tout. Et je trouvais que la petite chapelle de Zumthor dans les Grisons avait quelque chose de réglé. Je ferai un petit commentaire tout à l'heure. Parce que après, j'ai eu des associations d'idées sur des associations d'idées. Ça m'a cherché. Bernard Estion, vous connaissez peut-être de l'UB, stable, régulier, référence de ton. Beaucoup. Et là, j'ai mis un petit logo comme ça, on se rappelle. Alors, pour les jeunes, l'Expo 58, ça fait il y a très longtemps, mais la flèche ici, elle faisait 79 mètres de porte-à-faux, 9 mètres d'encastrement, et c'était vraiment un genre de petit cuisant de papier, en béton. Et à la flèche était suspendue une passerelle, et en dessous de laquelle il y avait une légère miniature, sur laquelle il y avait la mer, des marées, des canots, je ne sais pas si vous avez écouté. Il y avait en tout cas toute une. Cécile. Alors, je trouvais. Et c'est marrant parce que là, j'ai essayé autre chose. Ce truc, c'est pas imposé à moi, on peut dire. Et puis, je me suis dit. Et puis, j'ai essayé autre chose et je me suis dit non. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'équilibriste, efficace, élégant, en tout cas indispensable. Voilà, ça je pense. Et voilà, je trouvais que c'était très juste. Et à un moment donné, je me suis dit non, c'est peut-être un truc suspendu, non, je dis c'est pas dans l'attention, c'est plutôt, oui, c'est dans l'attention, attentif, mais pas dans la tension. Et c'est aussi un peu le grand écart, le support, la stabilité, tout ça, je trouvais que c'était très juste. Christine. Alors, voilà, je trouvais que l'époque aussi. Mais non. La perversité dans l'esprit de celui qui écoute. Je dis, il me semble que c'est une époque que tu as beaucoup fait un peu de travail. Il me semble. Et donc tout ça m'a fait penser les lancements des colonnes, etc. Très beau bâtiment et très intéressant de vue structurelle sur dans les premiers planchers champignons. Thierry Valèche, que je connais un peu moins bien, elle a fait quelque chose, n'est-ce pas? Il a fait l'histoire, là. Marc Mauer, alors, entier, flamboyant, hop, je trouvais il y avait une punch là-dedans, ça partait un peu dans tous les sens. Chacun a apprécié. Mauricio, là, j'ai peut-être été influencé, et j'ai choisi ceci, peut-être par la forme du crâne, je ne sais pas. Se glisse partout. Luc Deleuze. Voilà, j'ai mis trop, en tout cas beaucoup. Visible, ne passe pas inaperçu, exubérant. Et je trouvais que quelque chose qui correspondait. Alors, Christine, là je trouve, voilà, j'ai mis les qualificatifs, discret, précis, humain, et ça c'est une très belle passerelle. De toutes les passerelles, je dis ça chaque année aux étudiants, de toutes les passerelles que je faisais, je trouve que c'est la plus belle. Et c'est aussi celle où on voit le moins la structure. On ne voit pas la structure. Donc un objet, une passerelle n'est pas, bon, je ne sais pas ingénieur, n'est pas beau si on voit la structure. Donc ici, d'ailleurs, il faut se mettre, elle a une poutre au milieu qui est en torsion, enfin bref, c'est un truc nickel. Ça a dû coûter un pont. Hein. C'est vraiment parce que tout est en rond. La structure elle est en acier, mais tous les éléments verticaux, les éléments horizontaux, les éléments horizontaux et les éléments verticaux, c'est chaque fois du rond. Et c'est hyper simple, c'est pas assez. Et d'ailleurs, il n'y a pas de lisse. Il y a chaque fois un élément vertical qui est pincé entre deux éléments horizontaux, puis il y a des construits en torsion. Je trouve que c'est une pureté, une efficacité gérée, dont est lancé, passionné, nos limites, tour, africain, hop, tu penses à d'autres tours, du celle-là, Rita De Vos, qui est prof à la faculté d'architecture, à la faculté,
Polytech, et qui est, voilà, donc j'ai trouvé, et c'est une photo que j'aime bien, mais il ne faut pas rêver, hein. Ça ne se voit pas sur la photo, c'est pas un truc qui tient comme ça tout seul. Si ça se voit un peu, si on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a des câbles là. Et donc c'est vraiment une très chouette structure. C'est très très fort comme la structure Thomas, on va les appeler comme ça. Dans la tensivité, c'est des efforts qui descendent. Regardez comment ça fonctionne, c'est très simple. Ça descend, ça monte sur un câble, et puis ça s'appuie sur le sol. Donc vous voyez cet élément-là qui est repris par ce câble-là qui est ancré au sol. Alors Guy, je vous dis, il est mentionné, on pense à toi. Je vous dis, tiens, le précédent sur... Et je trouvais que ça correspondait bien. Alors là, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, c'est quand même marrant parce que Bernard et toi, c'est deux édifices religieux. Et je n'ai pas fait exprès. Alors je me suis dit, il va peut-être un petit truc PCL derrière. Mais cela dit, je ne suis pas sectaire. Parce que vous êtes dans les dernières jumelles, vous connaissez peut-être Juliette, je ne fais pas de pub, qui est en faculté d'architecture, qui est à l'ULB, et sa sœur aussi, qui est à Michel. Non, tout est possible. Tout est dans la vie. Absolument. Alors Jean-Louis, stable, philosophe intemporel, je trouve que c'était... J'aime bien la photo de droite, surtout. Mais j'ai mis celle de gauche pour qu'on voit un peu le bâtiment, je trouvais que c'était juste. Alors Francis, ah ça j'étais content. Parce que j'étais vachement content parce que j'avais une idée très claire, et puis l'image est allée plus loin que mon idée. Je trouvais qu'il y avait le côté... Je pourrais le répéter, le côté un peu gris, qui était vraiment très très fort, bordé. Donc je trouvais que c'était vraiment très chouette. Alors j'en ai resté à l'eau, c'était plus... Voilà, je trouvais que en plus de ça, comme il m'avait donné des images, des photos, parce qu'il est allé il y a pas de longtemps, je trouve que ça correspondait bien. Judith, avec l'élégance de la dynamique, de la perspective, etc. Je trouvais que la cathédrale de Brasilia collait bien. Marseille, j'étais content aussi. Alors j'ai mis l'unicolore flamboyant, ça avait vu tout de suite, et tac, je n'ai pas dû aller plus loin. Alors on peut peut-être discuter, parce qu'en regardant plus près le bâtiment, on peut peut-être discuter, il ne faut pas regarder les détails, on va voir l'ensemble. Je trouvais que Gaudi, ça correspondait bien. C'était lumineux, et je trouvais surtout cette façade, pas du tout ce qui pourrait ressembler à l'écran. Donc c'était vraiment la lumière de la façade. Et je trouvais que le Barouel c'était trop lourd. C'était pas assez. Alors Marianne, je sais pas comment histoire. Philippe Bouillard, il plane toujours un peu. Donc je dis, c'est l'architecture. Alors Philippe Lecoq, c'était un peu compliqué, mais il est très... Donc bon là, peut-être que le dernier point c'était un peu le clin d'œil, parce qu'il y a quand même du vélo, mais bon, c'est une association comme une autre, et je trouvais que le pavillon américain de l'Expo 58 convenait assez bien. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Avant, j'ai toujours illustré mon cours, l'Expo 58 est vraiment extrêmement intéressant, du point de vue des structures tendues. Et je parlais aux étudiants de l'Expo 58. Et au fur et à mesure que le temps passe, j'avais l'impression de parler de quelque chose qui n'était pas du tout dans l'univers. Et puis un jour, je me suis dit, l'Expo 58, ce serait quoi pour moi? Eh bien, c'est avant la guerre 14. Si par rapport, je prends l'âge, la différence d'âge entre l'adolescence des étudiants et l'Expo 58, ma date de naissance. Donc nos étudiants aujourd'hui, ils sont nés en 95. Donc l'Expo 58, c'est 40 ans. Grosso modo, je suis un peu macro. Je suis né en 51. L'Expo 58, c'est 1911. Je dis, oui, effectivement, bon, ouais, ça fait vraiment très ça. Donc, je dois parler de 14. Donc, c'était pas. Alors, Sylvie, là, j'étais un peu vite, mais c'est pas grave. Je suis été influencé par le côté rouge. Je ne sais pas, je l'associe aux Alpes, etc. Et alternativement, je trouve fort intéressant. Et en plus de ça, géométrie, etc.
Victor. Yves Ramert, vous connaissez peut-être moins, qui est un ingénieur, bien. Un ingénieur qui fait du bon travail, qui est prof en bibliothèque. Yves Robert. Alors, petit intérêt pour les. Donc, ces trucs-là, ce n'est pas décoratif, tout ceci. Ce sont des marches pour pouvoir. Parce que ce genre de construction en terre, ça se refait tous les ans. Et il faut pouvoir monter sur les murs pour pouvoir mettre des couches d'argile. Et donc, si vous voyez des bâtiments, d'autres bâtiments en terre, il y a des trous pour mettre des pièces de bois. Et ici, je ne les ai jamais vus de mes yeux vus, mais ici, vous avez cette forme-là qui est prévue comme un escalier. Et c'est comme ça qu'il monte. Alors, Victor. Je l'avais vu. Alors, Victor, innovant, mobile, un peu, en interrogation, fou. C'est dire avec beaucoup de sympathie, de tendresse, je sais pas ce que. Et alors, je trouve que c'était. C'est aussi l'architecture. Et ce que j'ai vachement appris en plus. Parce que moi, je disais caravane américaine, alors j'ai fait une petite recherche sur Internet, caravane Airstream, et le type qui a fait ça est le concepteur de l'avion de ligne mère, je ne sais plus, Spirikov, voilà, qui a traversé la côte. Et puis après, c'est lancé la caravane. Alors, bon voilà, j'ai fait le tour, je suis désolé pour ce que je vous ai dit. Et si la faculté d'architecture était une structure à vous, mais elle s'est aussi tout de suite. Je vous le dis. Ça pire. C'est pas grave, je trouvais que c'était. Allez, bon, on peut en rire, mais il y avait quelque chose qui est mis au-dessus, compliqué, riche, intéressant. Et d'ailleurs, je le dis franchement, j'ai pris toujours beaucoup plus de plaisir à enseigner à la faculté d'architecture avec les architectes qu'enseigner en bibliothèque de cet humain. Alors, donc, je vais terminer ceci. On va y revenir peut-être sommairement tout de suite. Donc, je voudrais maintenant revenir un petit peu sérieux, et moi je pense que dans le timing du bonheur, allez. Donc, je voudrais dire trois choses. Aux étudiants, aux profs d'architecture et aux profs de structure. Donc, ce que j'ai dit, comme d'abord, comme je vous ai dit, vous savez ça, je vous ai déjà dit, donc vous savez un peu sûr, je vais répéter. Vous savez déjà beaucoup de choses en structure, il faut seulement mettre un peu d'ordre, un peu conceptualiser pour pouvoir aller plus loin et maîtriser raisonnablement le fonctionnement des structures. Donc, ayez confiance. Alors, les cours sont bien faits et tout à fait accessibles, n'ayez pas peur. D'accord? Parce que je vois que Juliette m'a regardé. Non, mais tu m'as regardé. N'essayez pas de retenir, ça c'est vraiment important. N'essayez pas de retenir. N'hésitez pas à passer à l'action, à faire des maquettes, à jouer avec la structure, à vous laisser sentir, vous comprendrez. Vous n'aurez même plus à étudier, ça c'est pas mal. Et ce ne sera que du plaisir. Outre la peur, ça je crois que c'est vraiment important, ne vous protégez pas en vous disant de toute façon je n'en touche pas une. C'est un peu facile et pas très productif. Les cours de structure ont fondamentalement changé depuis 12 ou 20 ans. Ne vivez pas dans le mythe du cours inaccessible. Mais à vous aussi de vouloir, ce sera tout profit pour votre architecture. En plus, vous avez la chance d'avoir de bons profs conscients de ces difficultés. Ça je le dis. Vous restez d'ailleurs comme ça. Alors, les profs d'architecture, ne cultivez pas le mythe de la structure inaccessible. C'est peut-être votre histoire, je ne sais rien, mais pas celle des étudiants, à moins que vous estimez que ça fasse partie du folklore. Alors, pour les profs de structure, c'est les étudiants qui nous apprennent à donner cours. Alors ça, c'est ce que j'avais noté là, parce que c'est vraiment un des souvenirs les plus forts que j'ai, c'est quand je donnais cours de nouveau à la PQ, c'est pour ça que j'aime bien y continuer, parce que c'est vraiment très enrichissant. Il y a un étudiant, historien, qui m'a dit un truc, mais pourquoi les structures se fissurent et ne s'effondrent? Ça c'est vraiment une vraie question. Et bon, c'est pas répondu, je dis, ben je vais.
ouvre, bon, on va se relancer dans un cours, et ça ouvre la porte de l'hyperstaticité. Je vais vous le dire de mots, vous ne restez pas sur une chose. C'est parce que les structures, on dit, comme ça vous aurez deux mots en plus pour votre vocabulaire, isostatique c'est juste suffisant, hyperstatique c'est quand c'est trop lié. La majorité des structures en pierre sont trop, je peux enlever le mot. Et donc les efforts prennent des chemins. Et les efforts prennent des chemins, essayent des chemins, et si le chemin, et ils prennent forcément d'abord le chemin le plus près. Je vais vous expliquer le syndrome, je dis encore ça, le syndrome de la gomme et de la punaise. Quand j'explique l'hyperstaticité aux étudiants, je leur dis prenez une gomme. Et je mets la gomme sur la table, et je dis la gomme permet de transmettre l'effort de mon doigt vers la table. Prenez une punaise, la pointe vers le haut. Poussez délicatement dans la tête de la punaise. La punaise vous permet de transmettre un effort de mon doigt vers la table. Okay. Vous mettez la punaise dans la gomme. Vous vous asseyez sur la gomme. Vous avez la punaise dans le cul. Parce que l'effort a pris le chemin le plus raide. Parce que la tige de la punaise est beaucoup plus raide. Et dans les bâtiments, c'est pareil. Les efforts essayent tous les chemins. Ils prennent le chemin le plus raide. Et si le chemin le plus raide n'est pas assez résistant, il se fissure, c'est un autre chemin qui prend relais. Et c'est pour ça que les structures se fissurent et ne se fondent pas. Et donc, c'est une porte ouverte sur, on va revenir, sur l'hyperstaticité en partant de la fissuration. Voilà. Vous avez de la chance aujourd'hui, je vous le dis. Et ça, je le crois vraiment. Je trouve que les étudiants d'architecture sont vraiment. Je vais prendre un petit verre d'eau. Ce sont de chouettes personnes, et plus souvent, je ne fais pas les comparaisons avec les étudiants ingénieurs, mais l'étudiant ingénieur est beaucoup plus gamin que l'étudiant architecte. L'étudiant architecte, il est tout d'un, et c'est pas du tout une critique, il faut des ingénieurs, il faut des architectes, et puis chacun a son chemin, et tout ça c'est très bien, mais l'étudiant architecte est très, je veux dire, plus horizontal, plus interactif, plus intéressé. L'étudiant ingénieur, parfois simplement, on m'a demandé de faire ça, je fais ça. Et donc c'est vraiment très très chouette d'enseigner aux futurs architectes. Et donc je dis, donc les collègues de ça, de toute façon, ne perdez pas le contact. Et donc le contact, c'est les perdre dans la peur. Et donc ce sera du malheur. Je remercie donc Denis, le petit Denis, le grand Denis, Thomas et Gérard pour les belles années qu'on a eues. On a fait de chouettes trucs, parfois on était un peu trop ambitieux, mais c'était toujours pour la bonne cause. Voilà. Alors bon, je me suis dit, parce que c'est une tennis, c'est très. Bon, j'ai joué avec les autres, soyons honnêtes jusqu'au bout. Et si j'étais une structure? Vous avez une idée? Bien. Ça s'est aussi imposé à moi. Alors quand je l'ai vu, je me suis dit, c'était pas tout à fait moi. Il y a des bons stages. Tout le monde.
Après cette démonstration, je voulais juste prendre la parole pour vous dire quelques petits mots sur Michel. Ce soir, vous avez eu un exemple de leçon que Michel a partagé avec ses étudiants pendant 40 années. À vous qui n'avez pas connu comme enseignant, mais comme collègue ou ami, je vous dirais que Michel basait sa force d'enseignement sur 3 piliers. D'abord, sa disponibilité envers ses étudiants. Elle provient peut-être de son parcours comme étudiant. Issu de l'enseignement technique, il présente l'examen d'entrée en Polytechnique avec de sérieuses lacunes théoriques. Il surprendra ses évaluateurs en résolvant un problème avec un raisonnement que les autres étudiants, plus normés, n'étaient pas capables de prendre. Ces lacunes, il va les combler par son envie de comprendre les choses et d'échanger avec ses enseignants. Ces échanges et ces transmissions, il les prolongera à son tour lorsqu'il deviendra lui aussi enseignant. Ensuite, deuxième pilier, sa curiosité. En voyage à l'étranger ou sur chantier, Michel ne manque jamais de nous envoyer une photo d'un bâtiment ou d'une structure pour nous souligner sa qualité, sa force ou sa beauté. Enfin, troisième pilier de son enseignement, et non des moindres, son expérience de praticien. Fondateur dès 26 ans de son propre bureau d'études, il participera à la création de nombreuses stations de métro bruxelloises, se spécialisera ensuite dans le patrimoine en intervenant sur bon nombre de bâtiments emblématiques bruxellois, comme l'Hôtel de Ville de Bruxelles ou l'Atomium. Tous ces cours étaient émaillés d'exemples caractéristiques ou d'anecdotes, on l'a encore vu aujourd'hui, fruits de ces échanges avec entrepreneurs ou architectes, ce qui manquera désormais cruellement à nos étudiants. Michel, homme de défi de bon sens, tu aurais été l'une des plus belles choses qui nous soient arrivées à nous, tes collègues en structure de l'ex-Cambre, lors de cette difficile période de la fusion-intégration. Responsable du pôle construction, tu as mis ton énergie à cette rencontre entre nos deux philosophies de travail pour tirer le meilleur de chacune d'elles et permettre à chacun des enseignants qui les composaient de trouver sa place de façon complémentaire et de s'y épanouir. Il va sans dire que nous te regretterons, nous t'es déjà ex-collègues et ex-étudiants. Mais nous savons que si ce chapitre de ta vie est terminé, tu travailles déjà à une nouvelle exposition, un nouveau livre ou un nouveau défi. Toi qui ne sais pas dire non et qui t'emballe quand un projet ou une idée te plaît, nous te souhaitons maintenant profiter de la vie et de plus l'axer sur le plaisir et un peu moins sur le devoir et le stress que l'engagement t'a si souvent occasionné. Combien de fois en effet te demandant comment tu allais, ne m'as-tu répondu? C'est un peu compliqué pour le moment. Je finalise l'exposition et je dois boucler 2 publications pour la semaine prochaine, mais ça va aller. Ce stress était d'ailleurs encore présent hier soir quand tu m'écrivais à propos de ce soir, il vous en a fait part en commençant. Je suis un peu stressé. Il y a le stress du premier cours, tu as connu. On prépare bien, on se demande comment ça va se passer. Mais finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y aura d'autres cours. Mais ici, mon ami, c'est terrible, le dernier. S'il n'est pas bon, ce sera irréparable. Il n'y a rien à réparer. Plus rien à réparer. Juste à profiter. Michel, motivé par le rationnel, l'humain, le partage et par un émerveillement toujours renouvelé face à l'œuvre de l'homme ou face au monde en général, tu n'as pas seulement servi tes étudiants durant ces années, tu as également illustré auprès de ton entourage un homme en marche, dirigé vers une amélioration constante de sa pratique et de son être. Michel Monchou, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous, merci à mes 4 collègues, merci pour ces gentilles paroles. C'est vrai que c'est pas que le jour de dimanche pour moi parce que je suis un peu compliqué dans ma tête, c'est pour ça que je trouvais que c'était pas. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est donc de cette manière que nous allons conclure cette magnifique, mais vraiment magnifique leçon. C'est cet apprentissage que tu nous as fait, bien évidemment, bien au-delà des structures, mais de la vie en général, c'était extra. Vraiment, je crois que tout le monde s'est plu à la fois à ton jeu et à cette distance que tu as par rapport à ton art de l'ingénieur qui nous a fait à tous effectivement un bien absolument extraordinaire. Et sur ces paroles, je pense qu'on va maintenant pouvoir
se divertir encore plus autour d'un verre qui vous est proposé, je crois, à l'extérieur. Denis, tu m'arrêtes, mais c'est bien ça. Voilà, et encore merci beaucoup de votre venue ici et d'avoir participé de ce très, très beau moment. Merci beaucoup. Merci.